Voilà, on va tout de suite passer donc à la troisième rubrique de ce soir. Et c'est l'Izakaya de Ekichi et ça fait plaisir. Tout de suite, générique. Je laisse la parole à Ekichi. Alors, comme nous sommes en pleine actu Kaamelott, dont nous avons parlé dans le dernier contenu vidéo podcast, j'avais voulu faire un petit parallèle sympa et vous faire quelques petites devinettes aussi au passage. Donc, si Kaamelott nous fait rire avec ses chevaliers maladroits et ses intrigues de cour, la saga joue aussi avec le Moyen-Âge européen, ses chevaliers et leurs codes d'honneur exagérés. Mais si on regarde du côté Japon médiéval, on tombe sur un parallèle fascinant. Le Bushido, le fameux code des samouraïs. La légende nous le présente comme un code strict, un peu comme la chevalerie. Mais la réalité est parfois un peu plus nuancée et nous allons donc démystifier certaines croyances concernant nos chevaliers japonais. Concernant le Bushido, tant qu'on y est, autant frapper fort dès le départ. Je ne veux pas casser le mythe, mais ce code a été créé, entre guillemets, à la fin du 19e siècle, quand le Japon devient un État moderne. Le pays s'ouvre au monde et a donc besoin de montrer un peu qui il est et de mettre en avant sa loyauté, sa discipline et son courage, qui eux ne sont pas un mythe, car représentant très largement leur culture. Donc il va fouiller un peu dans les textes de la période Edo, du début du XVIIe et la fin du XIXe, où le Japon est plutôt en paix. D'ailleurs, le fameux sakoku, à cette époque, les samouraïs sont plutôt des fonctionnaires en sabre, gérant les impôts, les conflits de voisinage. Mais le Japon va embellir un peu tout ça et créer le Bushido, la voix du guerrier. Un nom qui claque pour montrer un peu que le Japon en a une grosse paire. Mais ce qui va véritablement rendre le Bushido viral et connu du monde entier, c'est un livre s'intitulant Bushido, The Soul of Japan, écrit par Inazo Nitobe, qui écrit son livre en anglais. Pour expliquer un peu au monde ce qu'est la chevalerie japonaise et qui va donc refléter par effet miroir ses qualités flatteuses. Donc le Japon se sert alors à son tour de son image renvoyée dans l'éducation et l'armée pour inculquer la discipline, l'obéissance, la loyauté, etc., etc. Mais bien entendu, ça ne veut pas dire que les samouraïs n'avaient pas de valeur, mais en termes de Bushido, mais le terme Bushido est une synthèse un peu exagérée du code d'honneur de ces guerriers, qui n'en avaient pas spécialement. Et donc on va démystifier un peu certaines croyances avec votre participation, si vous le voulez bien. Ok, vas-y. Alors, c'est parti. Première question pour vous. Quand je vous dis samouraï, à quelle arme vous pensez directement ? Katana. Katana ? Ouais, katana. Ouais, à l'arc. Oui. C'est ça le piège. Mais oui, alors mais je sais que GG. Alors je m'attendais à ce que GG ait une certaine connaissance, culture. Ouais, en gros, c'est quand même dingue. C'est en mode Gary et Dimitri. De toute façon, c'est des gros cons. Non. Dans ma tête, je me savais que GG allait être celui qui allait un peu casser le mythe. Mais oui, forcément, le sabre japonais, le fameux katana, c'est devenu le symbole absolu du samouraï. On le voit dans tous les films, toutes les affiches, comme si c'était l'extension naturelle de leurs bras. Mais en réalité, c'est bien loin d'être leur arme principale. Pendant la majeure partie de l'histoire du Japon, les samouraïs combattaient surtout à cheval, avec une lance ou un arc. Et quand les armes à feu sont arrivées au XVIe siècle, ils ont très vite appris à les utiliser. Le katana, lui, c'était plutôt l'arme de secours, celle qu'on dégaine quand on est déjà au contact. Il servait souvent dans les combats rapprochés ou pour symboliser le rang social. Il faisait partie du daisho, le duo du sabre long et court, symbole de la classe samouraï, mais ce n'était pas l'arme qu'ils utilisaient le plus sur les champs de bataille. En bref, le katana, c'est un peu comme le sabre laser du Japon féodal, ultra stylé, mais pas forcément ce qu'on utilisait le plus. Ok, d'accord. Voilà. Donc deuxième question, les samouraïs étaient-ils vraiment loyaux à un seul maître ou pouvaient-ils changer de camp ? Bah déjà, je savais même pas que potentiellement il fallait qu'il soit loyal à un on maître. a un peu cette image du samouraï ultra fidèle à son sensei. Sa famille. Non, le clan. Ouais. Merde, comment on appelle ça ? Les chefs un peu de clan japonais. Ah, j'ai plus le nom. Chef de clan japonais. Bah bref, on a un peu cette image. Voilà, non, on a un peu. Si vous l'avez, mettez-le en commentaire. On a un peu cette image des samouraïs en général loyaux. Donc non, vous avez pas. Bah après, le fait qu'il soit loyal sûrement, mais peut-être pas à un chef en particulier, tu vois. Je pense que leur loyauté, elle va là où il y a le salaire. Voilà, donc encore. Ah, c'est des mercenaires en fait. Les 7 samouraïs, ça a donné 7 mercenaires. On a tendance à imaginer le samouraï comme un modèle de loyauté absolue, prêt à se sacrifier pour son seigneur. Mais dans la vraie vie, c'était beaucoup plus flexible. À l'époque des guerres de clans, le Japon est divisé en territoires rivaux et les alliances changeaient tout le temps. Les samouraïs, eux, étaient des guerriers professionnels. Ils servaient celui qui leur assurait la meilleure protection, les meilleures terres ou le meilleur salaire. Certains devenaient même des ronins, des samouraïs sans maître qui vendaient leurs services à qui voulait d'eux. Autrement dit, c'était un peu les freelances du Japon médiéval. Et soyons honnêtes, quand la guerre tournait mal, beaucoup préféraient rejoindre le camp du gagnant plutôt que de mourir avec honneur.
c'est Game of Thrones, du quoi. samouraï, quoi. Comment ? L'ubérisation du samouraï. Ouais, et puis c'est un peu Game of Thrones, quoi. Ouais, Totalement. Donc, Ou une série qui est sur Disney+, Shogun, que Ekichi n'a mais toujours pas voilà, vu. c'est ça, les shoguns, c'est le mot que je cherchais. Oui, que j'ai toujours pas vu. Donc oui, les shoguns. Donc on a un peu cette image du samouraï fidèle au shogun. Enfin, Shogun Tonight. Hein. Donc oui, la fidélité, c'était un idéal très beau sur le papier, mais pas toujours une réalité sur le champ de bataille. Et au fond, est-ce qu'on peut vraiment leur reprocher ? Parce que entre crever héroïquement ou signer un meilleur contrat, il y en a qui ont vite fait le calcul. Ok. Donc une troisième et dernière pour la route. D'après vous, les samouraïs se faisaient-ils vraiment harakiri à la moindre défaite ? Non, ça c'est non. Ça je me suis toujours dit, c'est un côté un peu scénaristique, en mode le mec est sur le champ de bataille, il y a la musique de Platoon qui part, il est à genoux et harakiri, tu vois. Déjà, ça se fait pas tout seul et c'est seppuku. Oui, c'est ça. Harakiri, oui, en réalité, le seppuku, ce fameux suicide rituel, est très rare et très codifié. Alors, il existait, mais ce n'était pas un réflexe automatique, mais plutôt une pratique réservée à certains cas précis, pour éviter une exécution humiliante ou sur un ordre de leur seigneur. Et surtout, plus le temps passe, plus le seppuku devient un symbole d'honneur plutôt qu'une réalité. Pendant la longue période de paix du Japon, donc l'époque d'Edo, les samouraïs ne se battaient quasiment plus. Le seppuku restait dans les textes, dans les représentations, mais peu le pratiquaient réellement. Autrement dit, c'était davantage une image culturelle qu'un geste courant. Un peu comme si on disait aujourd'hui, tous les pilotes militaires finissent en kamikaze. Spectaculaire, mais très loin de la réalité. Donc entre le sabre sacré, la loyauté éternelle et le sacrifice héroïque, on s'est construit une image très romantique, mais les samouraïs, eux, étaient surtout humains, stratèges, opportunistes parfois, mais toujours fascinants. Et petite fun fact bonus pour la route, à votre avis, comment étaient payés les samouraïs à l'époque ? Enfin, sous quelle forme de monnaie ? GG, tais-toi. Ouais, genre tu la sais quoi. Ah ouais. Je sais pas, mais... GG ta gueule. Ta gueule GG. Non, je sais pas. Avec des ramen. Alors là, je n'ai pas l'info sur les ramen, je ne sais même pas si ça existait à l'époque, mais... Non, je sais pas. Après, je sais pas, est-ce que... comment pour vous étaient-ils rémunérés, payés pour vivre en pièces d'or peut-être, avec de l'or. Ça serait plus basique, mais je sens que c'est trop facile. J'aurais dit les pièces d'or en fait entre guillemets parce la que monnaie japonaise. Ouais, la monnaie japonaise, mais entre guillemets peut-être même à l'or en règle générale, parce que le cours n'a jamais trop varié, quoi, tu vois. GG, du coup. Moi, je pense que c'est en terre. Non. Sinon je sais. C'était pas des seigneurs, les samouraïs. Je sais. En coq et en pute. Non. Alors. Non, en bijoux de la couronne. D'ailleurs, faudrait les rendre. Ouais. S'il vous plaît. Faudrait les rendre, les bijoux de la couronne. Non, mais c'est une pub pour un truc. De quoi ? C'est pas possible. Le bijou de la couronne, là ? Ouais. Moi, je pense qu'il est vraiment comme ça dans la vie. Dans une théorie du complot, ça me termine. C'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Non, c'est pour la saison de Cat Size, c'est ça? TF1, faut arrêter là, les bêtises là. Déjà la saison 1, c'était une bêtise. En fait, le truc c'est que au lendemain de ce truc-là, c'est vrai au cinéma, je me suis retrouvé avec la bande-annonce du truc avec les magiciens là. Avec Heisenberg et tout le merdier là. Insaisissable, d'accord. Et je me suis dit, attends, il y a encore une séquence en France là. Bref, on sait-on jamais. Mais c'est un coup de génie. Après, moi par contre, le côté où vraiment TF1 se sert du casse pour limite annoncer Cat Size saison 2, j'étais un peu en mode what the fuck man. Qu'est-ce que vous faites TF1? Il y a plus de scrupules quoi. Rendez déjà les bijoux de la couronne là. Déjà ça va pas du tout là. Non mais rendez Cat Size à ses ayants droit surtout. Arrêtez. Laissez cette licence tranquille. Mais revenons au Japon justement par rapport à Cat Size. Donc vous n'avez pas d'idée sur leur rémunération? À part les petites pièces d'or, vraiment voilà. Même dans l'imaginaire insolite, non? Au Japon, vous savez pas, non, vous voyez pas comment ça peut être mais même en vrai, si tu pars dans l'imaginaire entre guillemets un peu extravagant, j'ai peur de dire un truc un peu genre réducteur, tu vois, donc genre en nourriture ou un truc comme ça, mais je sais pas, tu vois. Eh bien, leur rémunération se faisait en riz. Ah putain, tu vois, à cette époque, mais il n'y avait pas que pour eux, de toute façon, je crois. Ouais, vive les clichés. Non, mais pas que pour eux. À cette époque, la richesse ne se mesurait pas en monnaie, mais en koku, une unité correspondante à la quantité de riz nécessaire pour nourrir un homme pendant un an. Ça faisait environ 150 kilos de riz. Donc le nombre de koku qu'un samouraï recevait déterminait son statut social et son importance. Un simple guerrier pouvait toucher moins de 100 koku, tandis qu'un grand seigneur, les daimyo, pouvaient dépasser des centaines de milliers de koku.
Mais attention, les samouraïs ne transportaient pas tout ce riz. Le koku était avant tout une unité de mesure et de revenus. Le riz provenait des terres du seigneur et était collecté comme impôt auprès des paysans, puis entreposé dans des greniers. Le samouraï touchait donc soit une part du riz, soit sa valeur en argent après revente. D'ailleurs, dans les grandes villes comme Edo ou Osaka, il existait un marché du riz où les bons de stockage s'échangeaient un peu comme de véritables billets de banque. Ah bah ok, d'accord, trop bien. Ouais. Ce système liait directement pouvoir, subsistance et loyauté dans un Japon encore profondément agricole et prouve qu'à l'époque, le riz valait bien plus que de l'or. Voilà, donc après, voilà, fin de la chronique. J'aurais aussi pu évoquer d'autres sujets étonnants, hein, comme vous parlez des femmes samouraïs, ces guerrières redoutables qu'on appelait les Onabugeisha, ou que les samouraïs étaient aussi de vrais artistes et poètes capables de composer des vers, même en plein contexte militaire. Mais tout ça, ce sera peut-être pour une future chronique. Ouais, bah clairement, Mais bah, c'est- merci. dans le fond, les chevaliers européens, en fait. C'est un peu comme les chevaliers européens, au final. Ouais, finalement, il y a beaucoup de similitudes. On les voyait. Alors oui, ils étaient vachement respectés. On les voyait comme des chevaliers avec un code d'honneur énorme, mais c'était juste des mercenaires capables de changer de camp, voilà, des fois de faire des conflits de voisinage, de régler des conflits de voisinage, tout ça, des impôts. Donc, voilà. Conflit de voisinage, impôts, Julien Courbet C'est finalement, il n'a rien inventé. il y a énormément d'autres choses étonnantes. La chronique aurait fait littéralement 1 heure quand j'ai vu tous les mythes à démystifier et les choses étonnantes des samouraïs. Donc voilà, il y aura peut-être des suites de cette chronique. Non, par contre, c'est cool, merci beaucoup. Mais ce qui serait vraiment intéressant en plus de ta chronique, ça serait, c'est con, mais qu'on regarde aussi Shogun pour voir si justement dans cette série-là qui est considérée comme le Game of Thrones japonais, j'ai mis les guillemets hein, vraiment pour éviter, mais parce que vu qu'on n'a pas vu, mais est-ce qu'ils sont traités d'une manière avec un code d'honneur ou est-ce qu'ils sont traités avec un peu plus de réalisme, donc c'est-à-dire comme des mercenaires ou des choses comme ça. Mais j'avais jamais fait le parallèle comme quoi les 7 samouraïs avaient donné les 7 mercenaires, on va dire, aux États-Unis, tu vois. J'avais jamais fait gaffe, tu vois. Mais Bah, clairement, ça c'est non, cool. mais du coup, je pense que c'est ça. Enfin, Bah sûrement, hein, clairement. Hein. Très certainement. Non, bah franchement, merci beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas, mon petit Eikichi, en tout cas, pour cette chronique. Vous avez des remarques, des questions vis-à-vis du Japon féodal? Non, toujours pas. Non, à part qu'il faut qu'on regarde la série, quoi. Ouais, Shogun. Totalement. Bah moi, Shogun, ça m'intéressait hein, de base. Hein. Ouais, de Vraiment. ouf, et puis elle a tellement été graciée, remerciée, C'est ouf. décorée que du coup ils en font une saison 2 alors que le bouquin ne va pas jusque là. Donc, Ah ouais. Ah oui, ouais, tu vois, je savais apparemment, pas du tout. ouais. Je savais pas déjà. Ils de veulent en base faire une saison 2, ouais, mais apparemment le bouquin n'a pas de suite. Ok. Eh ben écoutez. Hé, l'émission est finie, tu peux changer de vidéo. Par contre, oublie pas de t'abonner, ça leur donnera de la force à ces petits branleurs. Ciao!